Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Il est 19 heures passé de 2 minutes. Le titre de l'émission, Algérie 2 points, arrestation, libération, quelle justice? Quelle justice? Point d'exclamation, point d'interrogation. Plusieurs questions vont se poser. On va revenir bien évidemment sur la situation des détenus en Algérie. On va parler de cette justice. Plusieurs détenus ont été libérés, à commencer par Mohamed Mouloud, journaliste du quotidien francophone Liberté, qui a fermé ses portes en avril dernier, malheureusement qui a été condamné dans la nuit de mardi à mercredi à 2 années d'emprisonnement, dont 1 an ferme, vu qu'il est incarcéré maintenant depuis le 13 septembre dernier. Donc sa peine a été réalisée, donc il a été libéré. Mohamed Mouloud, donc, je vous le disais, a été arrêté le 13 septembre 2021, en même temps que 15 autres personnes, membres présumés du mouvement de l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, notamment un groupe séparatiste considéré comme terroriste par le pouvoir algérien. On va y revenir. Je vous rappelle qu'avant son arrestation, le journaliste avait aussi eu quelques démêlés avec la justice, plusieurs interpellations. On lui avait notamment retiré son passeport pendant plusieurs mois. Et puis le militant des droits de l'homme, des droits humains, El Hadi Lassouli, engagé dans le Hirak, lui aussi a été remis en liberté donc mardi, après 16 mois de détention. On va en parler dans quelques instants. Plusieurs questions vont se poser. À l'heure actuelle, la liste est longue, une liste que vous pouvez retrouver vraiment. Je vous invite sur la page des réseaux sociaux Facebook du CNLD, le Comité national pour la libération des détenus. Il y a plus de 350 détenus d'opinion. On ne peut pas toutes et tous vous les citer. Bien évidemment, plusieurs questions se posent ce soir. Ce sera les questions que j'aurai le plaisir de poser aux invités. Ces libérations à tout va attestent-elles d'une volonté d'apaisement de la part du pouvoir politique algérien? Quelle logique, quelle cohérence dans ces accusations, ces arrestations, ces libérations, notamment ce que l'on appelle le procès de la solidarité, ce qu'appelle le procès de solidarité les réseaux sociaux maintenant depuis quelque temps. Libérer des hommes et des femmes après qu'ils aient passé des mois en prison, une sortie sans qu'on leur annonce réellement quel a été leur crime, leur délit. Peut-on parler d'arrestation, d'acquittement selon le temps, les humeurs du pouvoir, de la justice? Toutes ces arrestations et ces libérations, acquittements, riment-elles aussi peut-être avec intimidation, générer des craintes auprès des autres militants? Nous reviendrons sur le 87 bis qui fait tant parler de lui maintenant depuis plusieurs mois, sur les chefs d'accusation et la classification de plusieurs militants, des hommes, des femmes, parfois des patrons d'entreprise, parfois aussi pour ceux qui sont amenés à spéculer, peuvent-ils être classés et accusés de terrorisme par la justice algérienne? On va en parler ce soir. Peut-on parler d'une justice libre aujourd'hui, d'une justice autonome ou encore une fois d'une justice du téléphone? Peut-on laisser les détenus aussi pendant plusieurs mois, parfois sans rencontrer d'avocat, sans procès, sans qu'on leur ait exactement annoncé leur chef d'inculpation? C'est malheureusement le cas pour plusieurs détenus, hommes et femmes en Algérie. S'agit-il aussi peut-être du résultat de ces libérations? Sont peut-être aussi dues au résultat des pressions de la part du Conseil de l'ONU. Je vous rappelle que l'Algérie en fait partie maintenant, notamment depuis quelques jours. Et nous reviendrons bien évidemment sur le côté humanitaire, les chocs psychologiques auprès de ces détenus, ces hommes, ces femmes, mais aussi ces familles et ces enfants qui malheureusement pendant plusieurs mois garderont ces souvenirs, ces chocs, ces traumatismes psychologiques. On en verra quelques images tout à l'heure. Avant de vous présenter mes invités, c'était il y a quelques heures, notamment auprès de la prison de Qléa. Vous allez voir ces quelques images pleines d'émotions où certains détenus ont été libérés et ont retrouvé leur famille et leurs proches.
De retour sur le plateau de Microscope ce soir, donc nous revenons sur cette actualité qui malheureusement, on peut en parler à chaque émission et on en parle souvent, arrestation, libération, quelle justice, on parle des détenus ce soir. Sur le plateau, Hassan Heresh, bonsoir Cheikh Hassan, écrivain, analyste politique, économiste, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation, je salue les téléspectateurs et votre équipe à la régie et mon ami Abderrahim ici présent. Alors que je précise, je ne suis pas écrivain. Pour le moment, je suis essayiste. Donc peut-être que ça viendra un jour, mais ce n'est pas encore le cas. À partir du moment où on écrit quelques lignes, on est déjà écrivain. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure. Vous venez de publier un livre, un bel hommage donc aux chanteurs qu'on ne présente plus. Oui. Exactement. Slimane Azem, voilà, vous l'avez dans les mains. Il est ici. Donc, Slimane Azem, blessure et résilience, Hassan Heresh, chez l'Harmattan précisément. Voilà, j'ai l'équipe donc, qui me propose effectivement de tenir la une. Voilà, merci infiniment à l'équipe. Et avec nous sur le plateau, Abderrahim Moussaouel, enseignant, militant politique, FFS. Bonsoir, cher Abderrahim. Bonsoir, Chaban. Bonsoir, Hassan. Ça fait toujours plaisir de partager un plateau avec toi. Merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de El Magharibia. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. On devrait avoir au téléphone Maître Mokrana Mimoun. Maître, bonsoir. Pas encore, va venir nous rejoindre dans quelques instants. Hassan Heresh, je vais commencer avec vous. On vient de vivre, l'Algérie est en train de vivre une série actuellement de détenus qui ont été libérés. Pour certains, je l'ai fait en lancement, je ne vais pas y revenir. Bien évidemment, c'est toujours un plaisir et une joie que ces détenus retrouvent leur famille, mais un mot bien sûr là-dessus. Mais d'un point de vue général, aujourd'hui, la situation, on voit actuellement le président Abdelmadjid Tebboune, les responsables, certains responsables de l'armée, certains ministres, on les entend aussi à la télé, il y a des accueils qui sont faits, etc. Il y a aussi cette main tendue. On écoutera tout à l'heure le président Abdelmadjid Tebboune qui nous dit oui pour la démocratie, etc. Et puis d'un côté, lorsqu'on va, notamment, je le disais tout à l'heure, sur la page Facebook, par exemple, du CNLD, on voit toujours ces 300 détenus et on voit toujours ces militants politiques derrière les barreaux. L'Algérie, elle en est où aujourd'hui ? Permettez-moi, cher ami Chaban Khassi, d'avoir une pensée pour Hamimi Aït Bachir, qui a perdu son fils, avant qu'on entame notre émission. Voilà. Donc j'ai toutes mes pensées à Hamimi Aït Bachir et sa famille. Alors bon, revenons à cette question de prisonniers. D'abord, je suis très content pour les prisonniers eux-mêmes, pour leurs familles, leurs proches, et pour cette libération. Évidemment, on ne va pas applaudir des deux mains parce qu'il y a des personnes qui ont purgé leur peine et d'autres, on a vu que leur dossier était complètement vide. Néanmoins, il faut reconnaître que c'est un geste d'apaisement parce qu'on a été habitué depuis 2019 à pire que ça. On a été habitué à des emprisonnements intempestifs, à des condamnations, mais alors totalement disproportionnées, comme celle qui vient d'avoir contre Abdosmar. Donc, et puis aussi des arrestations un petit peu, comment dire, humiliantes, comme celle qu'a subi le docteur Saïd Chemmakh et le doctorant Ammar Laoufi, qui venait pour un colloque international du théâtre Amazigh qui se déroulait à l'INALCO, à Paris. Et puis, ils ont été interceptés à l'aéroport d'Alger et puis reconduits après des interrogatoires, etc. Ce genre de gestes vexatoires et humiliant est d'un autre âge. Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec Mouloud Maamri et on sait à quoi ça aboutit. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui s'est passé en 80 et puis 2001. C'était suite à l'interpellation de Mouloud Maamri qui allait parler de la poésie kabyle à des étudiants kabyles. Et donc là, ces deux professeurs de l'université de Tizi Ouzou, deux professeurs qui auraient pu être au Canada, qui auraient pu être en Belgique, en France, etc., et qui ont choisi d'enseigner dans leur pays, de faire leur possible pour transmettre leur savoir aux des étudiants algériens.
Alors quand vous faites justement un petit retour effectivement sur ces années 80, notamment vous faites référence à cette manifestation suite on en parle hein, sur la chaîne régulièrement, à la culture berbère amazigh. Aujourd'hui en 2022, d'un point de vue général, l'Algérie est toujours dans cette même philosophie d'arrestation, de répression, d'un manque de liberté d'expression à tout va, la presse, la culture en général, ses opinions. Oui, parce que tout simplement, au sein des équipes dirigeantes, aussi bien civiles que militaires que policières, il y a malheureusement un certain nombre d'éléments qui ne souhaitent pas un apaisement total en Algérie, ne souhaitent pas que l'Algérie s'en sorte, ne souhaitent pas que le peuple algérien soit respecté, ne souhaitent pas perdre leur petite place, leurs petits privilèges, etc. Ce qui fait qu'ils font bloc contre ceux qui veulent avancer, ceux qui, dans les mêmes institutions, veulent justement qu'on s'en sorte, veulent ouvrir, veulent justement aller de l'avant, faire de l'Algérie un pays attractif, un pays où ses enfants, et pas seulement ses enfants, que nos voisins, les étrangers qui aiment ce pays ou qui l'apprécient d'une façon ou d'une autre, puissent aller venir, puissent y travailler, puissent y vivre, puissent y s'amuser, créer, entreprendre, etc. Et des Donc richesses. nous avons malheureusement affaire, et oui, à des gens qui bloquent toute issue positive. Maintenant, si la sortie de ces prisonniers est le résultat de ceux qui se battent à l'intérieur pour qu'il y ait un esprit d'ouverture, pour qu'on mette fin justement aux années de plomb, je serais totalement ravi. Abdelrahim Moussaouer, pareillement, d'abord d'un point de vue général, aujourd'hui, selon vous, la situation, alors d'un côté, il y a encore plus de 300 détenus d'opinion, d'un côté, il y a ces libérations qui sont aujourd'hui qualifiées un peu... Alors elles sont bien, effectivement, elles arrivent bien pour les familles et on ne va pas s'en plaindre loin de là, mais pour certains, elles manquent de logique, elles manquent de cohérence. Est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on libère comme ça, selon ses humeurs, selon le temps en Algérie? Et puisque je demandais à Hassan Helach, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces 10, 15, 20, 30 dernières années, est-ce que philosophiquement, on a un pouvoir politique en Algérie qui est toujours un petit peu dans la même alignée et la même philosophie? Ce que je pense et ce dont je suis certain, c'est que on a en face un régime, comme vient de le citer Hassan, c'est que avec plusieurs facettes, j'ai l'impression que la question des détenus politiques et d'opinion en Algérie est instrumentalisée par ce régime, dans le sens où c'est pas que la question des détenus politiques, mais aussi la justice. Parce qu'au moment où des militantes, des militants, des concitoyens, bien sûr, on ne peut qu'être satisfait de leur libération, mais on se pose aussi la question de façon un peu pragmatique, pourquoi ils ont été arrêtés? Pourquoi on leur a fait perdre des années de leur vie? Une question qu'on va se poser. Hein, c'est pendant 2 ans. Ils ont été en garde à vue, ils ont été arrêtés. À chaque fois, on reporte leur audience devant le juge. Et parfois, ils ne rencontrent même personne hein, pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Bien sûr, Hein. on les empêche de voir du monde. On leur fait perdre du temps, on les éloigne de leur famille, on les éloigne de leur travail, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a connu des journalistes, des profs qui ont été arrêtés, qui sont jusqu'à aujourd'hui intimidés, qui ont perdu leur salaire. Et rien ne m'empêche de saluer le travail qui a été fait par nos frères, nos amis, nos sœurs, cette solidarité envers les familles des détenus, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Ah oui, absolument. Il faut surtout mentionner les avocats qui ont fait un travail colossal, extraordinaire. Absolument. Il y a des avocats qui se sont mis dans des situations financières délicates. Tout à fait. Parce que durant de longs mois, ils ont accompagné gratuitement, volontairement, les détenus politiques. Aujourd'hui, face à ce qui s'est passé avant-hier et hier, bien sûr, on ne peut qu'être content de cette libération. Mais de l'autre côté, il y a des arrestations qui se font en ce moment. Il y a des prolongements de mandats de dépôt.
il y a des condamnations par contumace face à d'autres militants, d'autres personnes à d'autres citoyens. D'ailleurs, même à l'étranger. Juste un mot, on va accueillir dans quelques instants Maître Mokrana Aït-Mimoun. Vous parlez d'instrumentalisation. C'est quoi? C'est dans les deux sens. C'est à la fois pour peut-être montrer que l'Algérie est un pays démocratique et on libère et le pouvoir aussi entend les militants et les Algériens et puis les ONG qui aujourd'hui de plus en plus demandent ces libérations. Il y a ce côté positif. Et d'un autre côté, c'est aussi pour intimider, c'est aussi pour montrer ou dire peut-être, c'est une question sans spéculer, mais c'est de dire attention, on peut sortir, mais on peut emprisonner et libérer comme on veut. On peut libérer et on peut emprisonner comme on veut, sans oublier que récemment, l'Algérie a été élue comme membre, parmi les 4 membres des pays africains au Conseil des droits de l'homme, à l'ONU, sachant que le jour de la candidature, de l'annonce de la candidature par la Mamra, quelques jours avant, il y avait le représentant des Nations Unies chargé quelque part de superviser un peu la question des droits de l'homme en Algérie, a annulé pour la énième fois sa visite en Algérie. C'était prévu le 11, effectivement, le 11 septembre. On va, avant d'accueillir Mokrana Aït-Mimoun, avocat qui est avec nous, on va regarder ces quelques images émouvantes, bien sûr. Il y a les familles, on va en parler ce soir de ces familles, de ces enfants. Imaginez 2 enfants qui sont de bas âge et qui sont là aussi pour voir leurs parents grandir, vivre des moments forts, des souvenirs importants de famille. Eh bien, ces enfants sont privés notamment de leur papa, de leur maman, puisqu'il y a aussi des mamans. On va voir ici, bien sûr, on pense à tous les détenus, à tous les parents, à toutes les familles, mais dans ces quelques images émouvantes, notamment lorsque le journaliste Mouloud retrouve ses enfants. Dassine. Dassine. Fisso. La surprise. Et qui est vrai? Mano. Dassine. Des images, beaucoup d'émotions. Voilà, vous entendez la maman qui dit c'est ce que tu souhaitais, c'est ce dont tu rêvais. Elle parlait à ses enfants. Elle était aussi heureuse et émue de voir leur papa retrouver sa famille. Maître Mokrana Aït-Mimoun, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, à vos invités bien sûr, Merci. aux téléspectateurs et aux amis. Merci, cher Maître Mokrana Aït-Mimoun. Vous êtes avocat. D'abord, d'un point de vue général, on a l'impression, d'un côté, effectivement, il y a tous ces détenus d'opinion. Les avocats, vous en faites partie, travaillez d'arrache-pied depuis plusieurs mois. On a tous ces cris de parents, d'ONG, de militants, de familles qui sont là. Et puis, on a aussi d'un côté tout un pouvoir politique qui rencontre des ambassades, des ministres, qui est en train aussi d'organiser en grande pompe un sommet arabe, qui donne des interviews comme si tout se passait bien. Et le président de la République a annoncé dernièrement, si on a le temps, on l'écoutera, mais on l'a tellement diffusé, place aux invités, de dire qu'il n'y a jamais eu de détenus d'opinion, que c'est un mensonge du siècle, etc. On a ces 2 poids, 2 mesures, j'ai envie de dire. Comment aujourd'hui, selon vous, d'un point de vue général, se situe l'Algérie en termes de démocratie, en termes de liberté, en termes de détenus d'opinion? Écoutez, d'abord, il faudrait saluer le collectif des avocats qui ont travaillé d'arrache-pied depuis déjà à la mi-2019, après les premières arrestations. Donc des collectifs se sont constitués pour prendre en charge bénévolement, j'entends, la défense des détenus à travers l'ensemble du territoire national, en Kabylie, dans l'Algérois,
à l'est, à l'ouest, comme au sud, à Ouargla. Donc, des avocats se sont mobilisés sans relâche depuis. Et le collectif est toujours permanent pour le faire, même si moi, il y a plusieurs mois que j'ai arrêté pour des raisons de santé. Mais sinon, je manifeste mon entière solidarité avec d'abord mes confrères et consoeurs avocats et ensuite avec tous les détenus sans exception qui ont eu à subir les arrestations, les procès du pouvoir pour avoir tout simplement manifesté leur opinion, leur idée à travers des actions pacifiques pour voir l'Algérie de demain changer au sens démocratique du terme, plein et entier. Et je salue également une certaine presse, quelques partis, rares partis d'opposition, dont le RCD auquel j'appartiens comme militant, des militants d'opposition, des activistes politiques d'opposition qui n'ont pas cessé de manifester aussi leur solidarité aux côtés des détenus. Nous venons de voir l'image émouvante, très émouvante, que votre chaîne vient de montrer, un parent détenu, libéré, qui vient d'embrasser sa petite ou son petit garçon. C'est une image émouvante et nous ne pouvons que se réjouir et se satisfaire, se soulager en voyant des Algériennes et des Algériens sortir des prisons. Alors, maître, pour des causes qui ne sont pas, qui sont des causes, je dirais tout simplement nobles, pour avoir, je disais, comme tout le monde, manifesté, exprimé une opinion politique démocratique. Alors justement, c'est bien, vous avez raison de saluer et de revenir un peu toutes ces personnes, presse, militants comprises, partis politiques. D'ailleurs, en parlant du RCD, encore une fois, donc pas de congrès universitaire. D'un point de vue général, c'est la question que je vous posais. Selon vous, la situation aujourd'hui, elle est comment en Algérie? Pour les personnes qui d'ailleurs connaissent pas, parce que El Mararibia est vu en France et en Algérie, au Maghreb et dans le monde entier. Pour ces personnes qui se doutent un peu de ce beau pays, le plus grand pays d'Afrique, on est en 2022, l'Algérie, les réseaux sociaux, la haute technologie, la démocratie en Algérie, les détenus d'opinion, la répression aujourd'hui, selon vous, comme ça, en 2-3 minutes, un état des lieux? Écoutez, notre souhait à toutes et à tous dans notre cher pays, c'est de voir la démocratie, le processus démocratique avancer de manière sérieuse. De manière sérieuse. Si la constitution algérienne prévoit des droits pour les Algériens, reconnaît des droits pour les Algériens, que ces droits soient réellement exercés par les Algériens sans restriction aucune, que la justice soit rendue pour ce peuple en termes, je parle de droits. Malheureusement, nous voyons une certaine régression en matière de prise en charge et de la promotion des droits que la Constitution en soi reconnaît aux Algériens. La dernière en question, sans parler de celle du 23 février 89, même celle de 2020, édicte de manière claire des droits fondamentaux publics, notamment individuels et publics. Malheureusement, sur le terrain, il y a encore des restrictions, qui sont exercées, qui sont là pour freiner l'action individuelle ou même d'organisation pour des partis politiques. Vous venez de le dire, le RCD vient de se voir de refuser une université d'été qui, en principe, n'est seulement qu'une action que la République, que cette Constitution reconnaît comme action. Malheureusement, il y a des restrictions, sans parler des organisations ou des partis politiques qui ont fait objet de gel, sinon complètement de dissolution. Donc vous voyez que la situation des droits de l'homme est très préoccupante au moment où l'Algérie, notre grand pays, effectivement, est élu à la Commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est ce qu'on disait à l'instant, avant de redonner, justement, l'État algérien manifester sa réelle volonté à prendre en charge
les libertés publiques individuelles des Algériens de façon sérieuse pour que l'Algérien... Maître, je ne sais pas si vous m'entendez. Avant de redonner la parole à Hassan Herache, juste derrière, mais un mot sur, puisque vous êtes en Algérie, vous êtes avocat, vous connaissez le dossier mieux que personne, en tout cas ici autour de cette table. Ces arrestations, elles sont là, ces libérations aussi, elles sont présentes. Parfois, certains hommes, femmes sont arrêtés, passent du temps en prison, sont libérés comme ici sans qu'on leur ait dit réellement quel délit ou quel crime. On se réjouit de ces libérations, bien évidemment. Le but, c'est pas de les remettre en question, bien évidemment, puisque les uns comme les autres, on demande la libération de tous ces détenus d'opinion. Mais selon vous, comme en 2 petites minutes, vraiment, comment vous analysez ces libérations, ces arrestations, ces va-et-vient? Est-ce que la justice est autonome? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce que derrière, il y a une instrumentalisation? D'abord, je salue, comme certains ont salué, on l'ont fait, je salue le professionnalisme des magistrats qui n'ont pas suivi le réquisitoire qui était de 10 ans de réclusion quand même criminelle pour les détenus que nous avons vus dans les procès. Donc les magistrats de siège, ce qu'on appelle les magistrats de siège, ont effectivement acquitté lorsqu'il fallait acquitter. Donc là, il faudrait saluer quand même leur professionnalisme. Ils ont agi parce que effectivement, il serait estimé que les dossiers étaient vides, donc il n'y avait pas de preuves tangibles sur les poursuites, et notamment les chefs d'accusation pour lesquels ces gens-là ont été arrêtés, puis détenus, puis jugés. Et là, je dirais que si libération il y avait, c'est parce que aussi il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer la pression sociale. Je disais qu'il y a les partis politiques, qu'il y a les avocats, qu'il y a des militants, qu'il y a des citoyens qui n'ont cessé depuis des mois et des mois à dénoncer le recours à la violence, du pouvoir dans la gestion de la société. Donc tout cela a été pour beaucoup dans la libération. Il y a aussi le fait que l'Algérie, à mon avis, de mon point de vue, de mon humble point de vue, l'Algérie qui a adhéré, qui vient d'être élue à la Commission des droits de l'homme, je crois qu'elle n'a pas le choix que de montrer patte blanche en disant que l'Algérie, que la justice est d'abord indépendante, que nous sommes là pour que la loi soit appliquée et que l'équité soit consacrée. Je crois que c'est tout ça. Il y a la pression, il y a aussi de l'environnement international avec la dernière adhésion ou l'intégration, l'élection de l'État algérien à cette commission, de la commission. Merci maître, je reviens à vous dans un instant, maître. Restez avec nous. Hassan Herache, je reviens à vous. D'abord, cette question, elle est importante. Y a-t-il instrumentalisation derrière? Est-ce que, comme vient de le dire maître, est-ce que c'est la pression internationale? C'est aussi le peuple, hein, parce que ce Hirak, il est encore là aujourd'hui. Certains disent, mais qu'avons-nous gagné avec ce Hirak? Bon, d'abord, il n'y a pas eu de 5e mandat. Il y a aujourd'hui un peuple qui est uni, qui continue son combat. Donc, derrière ces libérations, ces arrestations, selon vous, réellement, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pour dire au peuple, on fait ce qu'on veut, comme on veut, attention? Et puis, j'aimerais aussi vous faire réagir sur ce 87 bis. Tout le monde, on a l'impression, en tout cas question, qu'en Algérie, tout le monde peut être comme ça accusé de terroriste comme ça du jour au lendemain. Votre point de vue, Hassan Herache? Il est clair que depuis 1962, les institutions n'ont pas fonctionné normalement. Elles ont été toutes, je dis bien toutes, que ce soit l'institution judiciaire, militaire, policière, religieuse, même économique, etc., elles ont été instrumentalisées effectivement par un certain nombre de groupes décideurs, que ce soit, encore une fois, côté civil, côté militaire, côté police, côté aussi service de renseignement, évidemment, etc. Donc, au-delà de ces pratiques totalement néfastes et qui ont détruit l'esprit du 1er novembre 1954 et qui ont été à l'encontre
des aspirations des Algériens qui se sont battus pour qu'advienne leur liberté individuelle et collective. Au-delà de tout ça, il y a évidemment aussi, à l'intérieur du même système où agissent de façon malfaisante ces éléments, il y a aussi des gens qui luttent et qui essayent de redonner une autre image à l'Algérie, de redonner leur place aux institutions et de faire leur travail. C'est ce que Maître Mouqran Ait Mimoun vient de dire à juste titre, qu'il y a effectivement des magistrats qui veulent faire leur travail et qui le font. Peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, peut-être que beaucoup d'entre eux sont intimidés, peut-être qu'ils sont menacés, peut-être qu'effectivement, dans leur vie professionnelle, ils sont arrêtés dans leur progression, etc., qui n'ont pas complètement Qui dit libération image. dit justice. L'arrivée d'Abdelmajid Tebboune maintenant arrive à 3 années. Comment vous la voyez, vous, cette justice de cette nouvelle Algérie? Est-ce qu'on peut parler toujours d'une justice du téléphone? Est-ce qu'une justice instrumentalisée? Ou est-ce que les dossiers sont vraiment pris à bras-le-corps, même si on a certaines réponses? Parce qu'encore une fois, on rappelle que malheureusement en Algérie, il y a quand même plusieurs hommes et femmes qui restent parfois en prison sans voir aucun avocat, aucun juge. Est-ce qu'on leur annonce rien du tout? Tout à fait. C'est le cas, par exemple, du général Ali Rdiri. Et de beaucoup d'autres prisonniers d'opinion, Hamou Boumdine, Etchebib, etc. Il y en a, on ne peut pas tous les citer, Cette malheureusement. justice, elle s'améliore donc, selon vous? Je n'en sais rien, c'est à eux de nous le dire. C'est au pouvoir politique, aussi bien, j'insiste là-dessus, aussi bien civil que militaire, que la présidence, que le ministère de la Défense, que les services de renseignement, que les autres institutions. C'est à eux de nous dire quelle est leur vision aujourd'hui de l'Algérie, de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire maintenant. Et à l'heure actuelle, les actes, selon vous? Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément noir, mais ce n'est pas non plus blanc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu à l'intérieur dont nous, on ne maîtrise pas effectivement les tenants et les aboutissants. On ne connaît pas exactement quels sont les acteurs qui travaillent dans le bon sens et quels sont les acteurs qui travaillent au sabotage. Mais aujourd'hui, il y a certainement Pourquoi une je vous lutte. pose cette question? Vous gardez la parole parce qu'à la fin, on a ce 87 bis qui Absolument. est là. Et on a, vous parliez d'Abdou Semmar, mais il n'est pas le seul. Aujourd'hui, oui, certains, bien sûr. pour avoir parlé, échangé, milité, sont classés de terroristes. Le terrorisme, c'est pas rien aujourd'hui. Absolument. Cet article de 87 bis a été rajouté de façon administrative. Il n'est même pas passé par l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose de complètement... Arbitraire peut-être? Totalement arbitraire, bien évidemment. Je pense que sa suppression montrerait que l'Algérie irait dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, n'importe quel procureur, n'importe quel même officier de police peut inquiéter une personne, un groupe, pour des raisons complètement... Mais alors complètement décalé de la réalité. Je veux dire, les personnes qui sont sorties aujourd'hui, il ne faut pas oublier, elles ont été accusées quand même de terrorisme. Ce qui, évidemment, est une accusation terroriste. Est-ce que l'Algérie, justement, n'a pas réellement compris ce que c'était que le terrorisme? C'est un mot quand même qui revient malheureusement depuis maintenant quelques décennies parce qu'on ne va pas y revenir, on n'a pas le temps et ce n'est pas la thématique, mais on sait ce que c'est que le terrorisme. Les actes terroristes, on en voit dans le monde et aujourd'hui, on a des hommes et des femmes, peu importe leur âge, qui militent et qui sont classés de terroristes. Une réaction là-dessus. Je voudrais juste vous lire, et vous allez réagir aussi à ce que dit le Parti du Travailleur. Je cite, malgré ces condamnations surprenantes, étant donné que dans l'autre procès, celui dit de la solidarité avec les détenus d'opinion et leurs familles, plusieurs prévenus ont été acquittés de l'accusation d'appartenance à un groupe terroriste. Ça a entraîné donc leur libération, notamment de 8 détenus. Nous avons l'espoir, voilà ce que dit le Parti des Travailleurs, qui nous pousse à croire que ces libérations sont annonciatrices d'une volonté de l'État de libérer tous les emprisonnés politiques et les détenus d'opinion. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a un va-et-vient de libération. Est-ce qu'on peut croire à
à ce que dit le Parti des travailleurs. C'est un communiqué, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. À écouter ce communiqué, ça me fait penser à ces personnes, à des responsables politiques qui sont allés rencontrer Tebboune il y a un certain moment dans le cadre de l'Mcheml, comme quoi il avait cette volonté de réunir un peu la famille algérienne, entre guillemets, comme il le disait, etc. À chaque main fois, tendue au peuple. Main tendue au peuple, main tendue, on ne sait pas où elle mène réellement, peut-être dans la gueule du loup directement. Certains qui disent que voilà, il y a eu cette volonté de rassembler toutes les Algériennes, les Algériens, les partis, les syndicats, les militants, etc., pour sortir de cette impasse. Mais je pense que ce qu'a fait le régime, le pouvoir, le système, tout simplement en place depuis plus d'une année, en mettant en place cet article du Code pénal 87 bis, c'est de terroriser le peuple. Un jour, il va supprimer cet article en disant « Ah, l'appareil judiciaire, puisque je l'appelle l'appareil judiciaire, s'est amélioré, donc ça s'améliore. » Tout simplement, quand je regarde les images de tout à l'heure, ces familles, ces enfants, toutes ces Algériennes et ces Algériens qui n'arrivent aujourd'hui plus à se nourrir, à satisfaire ne serait-ce que les besoins les plus élémentaires sur le plan économique. Et en même temps, au moment où le peuple algérien, à un certain moment, a demandé à ce que le régime respecte l'article 7 et 8, ils ont repris les deux chiffres, 7 et 8, ils les ont inversés, ils nous ont sorti cet article 87 bis. Je pense que là, on ne peut pas parler d'une institution judiciaire. Messieurs, alors à tous les deux justement, est-ce que l'Algérie, enfin le pouvoir algérien, on en parlait encore hier soir, mais l'Algérie c'est tout de même une défense, une sécurité. L'Algérie est parfois amenée aussi à former d'autres équipes de professionnels, notamment de sécurité dans d'autres pays. Est-ce qu'elle est aussi fragilisée que ça pour pouvoir créer toute une structure peut-être de répression, de chef d'accusation vis-à-vis de son peuple? Est-ce qu'elle est vraiment fragilisée? Est-ce qu'un militant qui est sur Facebook, est-ce que réellement c'est une réelle crainte pour le pouvoir algérien à en arriver à prendre de telles décisions? Moi, je pense qu'à partir du moment où l'armée a pris le pouvoir en 1962, il y a une espèce de méfiance vis-à-vis du peuple qui réclamait justement des libertés, etc. On a vu un certain nombre de combats, depuis le FFS jusqu'à ces prisonniers-là. Je pense que notre armée a été façonnée malheureusement dans un climat de guerre de libération, c'est-à-dire dans une espèce de culture de la bleuite, c'est-à-dire une paranoïa nationale, une paranoïa collective, ce qui fait qu'on se méfie du citoyen, on se méfie de tout le monde, etc. Et la moindre incartade, on peut effectivement être soupçonné de trahir. Mais c'est quoi? C'est de la paranoïa ou ça peut réellement déstabiliser un pays? On est en 2022, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Je pense très honnêtement que c'est la paranoïa et donc une peur de déstabilisation. C'est-à-dire pas seulement de perdre leur place, mais aussi de déstabiliser le pays, etc. Parce que c'est la culture qui, malheureusement, encore une fois, est née dans la guerre de libération. Ensuite, avec les événements de 1963-65 avec le FFS. Ensuite, toutes les luttes clandestines, parce que comme il n'y avait qu'un parti unique, donc tous les autres partis politiques travaillaient dans la clandestinité. Donc évidemment, là aussi, tout Algérien était soupçonné d'appartenir éventuellement à un parti clandestin. Et on peut avancer comme ça pendant toute l'histoire contemporaine de ces 60 dernières années de l'Algérie, ce qui fait qu'on aboutit aujourd'hui au fait que émettre une idée, par exemple, d'un autre système, d'une autre organisation politique, administrative, etc. Parler, par exemple, de l'autonomie des entreprises, de l'autonomie des universités, de l'autonomie des régions, etc. Ça devient, attention, ça devient une espèce de coup d'État en préparation. Et parfois faire un simple papier sur... cherchent tout simplement à ce qu'il y ait une démocratie de proximité, c'est-à-dire au niveau local, régional, et national, et au niveau, encore une fois, des institutions, des entreprises. On en arrive justement
au fait que les magistrats ne sont pas indépendants, la justice n'est pas indépendante, à cause de cette culture justement paranoïaque. À mon avis, on ne peut pas parler de justice libre, indépendante, de pouvoir législatif, de pouvoir exécutif libre et indépendant, lorsque ce régime même n'a pas d'essence populaire. Aujourd'hui, c'est le pouvoir algérien. Peu importe, on peut parler des budgets qui sont consacrés à l'armée, les milliards de dollars, etc. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, un système qui n'a pas de légitimité populaire, il a toujours peur du peuple. Il a toujours peur des manifestations. Même un jeune Algérien aujourd'hui, c'est à Alger, il circule avec un t-shirt où c'est écrit « Dawla Madaniya, Macha Askariya ». Silmiya, le Hurriya. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, votre analyse, c'est quoi? C'est de dire que le pouvoir doit continuer à cadrer les choses parce que du jour au lendemain, il peut voir ces millions d'Algériens revenir. Il a peur du peuple. Le pouvoir algérien, il a peur des réactions du peuple. Parce que depuis 2019, comme il n'a jamais eu cette légitimité du côté du peuple, en 2019, lorsque des millions et des millions d'Algériennes et d'Algériens sont sortis comme une seule femme, comme un seul homme, en disant on veut que les choses changent pacifiquement, on veut qu'il y ait un véritable état civil en Algérie, ça l'a déstabilisé. C'est pour cela que depuis, avec tous ces détenus politiques et d'opinion, plus de 350 qui croupissent dans les prisons, dans les geôles de ce pouvoir, injustement, avec toute cet embargo alimentaire qui est imposé à la société. Mais quand on écoute tous les responsables, le temps passe vite, je vais revenir dans un instant chez notre maître et je reviens vers vous, mais quand on entend tous les présidents du Conseil de la Nation, de l'Assemblée, le président de la République, la main tendue, des moyens à mettre en place pour la jeunesse, le peuple est uni et l'armée dans tout ça, etc., on a l'impression, quand on entend le pouvoir politique algérien, il n'est pas du tout dans cette trame. Il ne peut pas être dans cette logique parce que lui, il est à sa place et la réalité populaire, la réalité sociale, en dit autre chose. Moi, je reviens juste à vous, parce que j'aimerais vraiment après terminer l'émission avec vous deux. Maître Moukhran Ait Mimoun, merci d'être parmi nous ce soir. Une réaction peut-être sur ce que vous venez d'entendre et puis peut-être une question aussi. Vu la situation actuelle, comme vous pouvez la décrire les uns et les autres, vers quoi tend l'Algérie demain? Est-ce que c'est un retour réel de ce parti unique, même si on voit tout de même qu'il y a quelques partis qui essayent de travailler comme le RCD, mais qui, encore une fois, s'est vu totalement fermer la porte de son université, en tout cas de ses rencontres universitaires, par exemple. Vers quoi tend le pouvoir algérien? C'est de continuer à libérer, à dire on vous a entendu, on libère, on travaille ensemble, on met les moyens, ou est-ce que c'est vraiment de refermer le pays et de cloisonner et de faire appel aux intimidations et à la répression? Le pouvoir fait la navette entre libérer et arrêter. Libérer et arrêter. Il ne fait que ça. Ça fait depuis 2 ans et demi qu'il libère des Algériens et il donne l'engagement. Dans quel but? Et parce que tout simplement, je viens d'entendre un ami, un invité à vous, qui disait que effectivement le pouvoir est hermétique à toute idée du changement. Donc il est hermétique au changement, à la volonté, à la manifestation populaire, et c'est un problème. Tant qu'il n'aura pas réglé de manière définitive et sérieuse cette histoire de légitimité à travers des élections transparentes et démocratiques, le chat et la souris, ça va continuer à se jouer parce que, comme tout le monde le sait, le problème, il est toujours posé de manière sérieuse, il est toujours politique. Mais je reviendrai, si vous me permettez, en tant que juriste, à l'article 87 bis, pour dire juste un petit mot. Je crois que il n'y a pas un État au monde qui n'est pas consacré de dispositions pénales ou criminelles incriminant un acte terroriste visant à la stabilité ou le fonctionnement ou la sécurité ou la sûreté de l'État. Il n'y a pas un État, même les plus démocratiques au monde, ont des dispositions de ce type-là. Donc l'article 87 bis ne pose pas de problème en soi, parce qu'il faut qu'il existe ce type de disposition pénale, c'est normal. Mais ça dépend pour qui. La question, c'est ça dépend peut-être pour qui. Il faut qu'il soit voté par la PN.
c'est son champ d'application qui pose problème. C'est plutôt le champ d'application. Là, il y a un problème parce que nous avons appris quelque chose à l'université, qu'un texte pénal, on l'interprète de manière restrictive. C'est-à-dire, si on interprétait l'article en question, 87 bis, nous allons voir que l'article définit le terrorisme, acte visant à... Est-ce qu'il a été un élément important que souligne Hassan Hiresh, pour aller vite dans ces mots, est-ce qu'il a été débattu cet article? Est-ce qu'il n'a pas été imposé arbitrairement, ce 87 bis? Écoutez, nous allons encore revenir à la légalité. Et s'il a été introduit par une ordonnance, c'est aussi, c'est pas pour justifier, mais c'est un fait tangible, il est là. Il y a eu une manière avec laquelle il a été introduit, c'est par voie d'ordonnance, et c'est les prérogatives d'un chef de l'État entre les sessions du Parlement. Mais le problème, il est dans son champ d'application, parce que l'article ne dit pas une opinion ou une idée visant à faire trembler l'État. C'est pas dit, il dit acte, et acte, on n'entend pas acte, donc un fait matériel. Et là, on ne voit pas, pour les détenus d'opinion et politique, des faits qui auraient été matériellement concrétisés. Ils n'ont fait qu'exprimer des idées. Voilà le comble. Le comble est dans son champ d'application, pas dans son existence en soi, dans le texte en question. Merci maître d'avoir été avec nous. Mokrana et Mimoun, vous pouvez rester avec nous pour finir l'émission. Il nous reste quelques petites minutes. Messieurs, vous pouvez réagir bien évidemment sur ce que vient de nous dire maître. Et puis une question, du coup, où va demain, un peu direct la question, mais où va l'Algérie d'un point de vue maintenant de justice? Est-ce que c'est un pouvoir qui va se refermer de plus en plus et puis retrouver ce parti unique? Parce qu'aujourd'hui, officiellement, c'est pas ce qui est dit en tout cas. On ne va pas y revenir. Voilà vos avis à tous les deux. Vous pouvez en échanger ensemble. Moi, j'ai un petit éclair d'optimisme parce qu'il y a des leçons à prendre dans la guerre russo-ukrainienne. Je pense que pour pratiquement le monde entier, en tout cas pour beaucoup de pays, et particulièrement pour l'Algérie, qui était à la fois très proche de la Russie et très proche de l'Ukraine, je pense qu'il y a un avant et un après de cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien, par exemple, que le président Vladimir Poutine a énormément de mal à mobiliser son peuple. On voit que des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes fuient le pays, des cadres, des ingénieurs, des médecins, qu'ils ne peuvent plus de cette politique ils ne veulent pas poutinienne. suivre la politique. Ce qui veut dire tout simplement que quand, justement, il n'y a pas un système démocratique, non seulement les pays avoisinants fuient, justement, ce pays menaçant, mais le peuple lui-même fuit absolument le système, va vers l'étranger, essaye d'esquiver justement pour que les gens ne soient pas recrutés pour cette guerre, etc. Donc c'est une leçon qui, de mon point de vue, ne peut pas passer inaperçue auprès aussi bien des généraux que des hauts fonctionnaires de l'État, que de la présidence, etc. Rappelez aussi le problème aujourd'hui, une des tensions les plus grandes au niveau mondial, c'est le problème de Taïwan. Si la Chine, qui s'est développée économiquement, était un pays démocratique, Taïwan elle-même chercherait à intégrer la Chine parce qu'elle serait dans un pays où les Taïwanais pourraient respirer, pourraient travailler, pourraient étudier librement, s'exprimer librement, etc. Mais lors même que c'est un pays justement de dictature, eh ben, on arrive à une tension. Une petite île qui aurait pu être chinoise s'il y avait un système démocratique, eh ben, elle refuse d'intégrer non pas la Chine, mais d'intégrer le système coercitif chinois. Et on voit d'ailleurs comment à Hong Kong, qu'est-ce qui s'est passé à Hong Kong, qui dans un premier temps avait profité de la fameuse philosophie un pays, deux systèmes, et qui permettait à ce grand port de vivre librement. Mais on voit maintenant justement qu'ils perdent leur liberté, alors que, justement, il n'y aurait pas toute cette fuite d'argent, de cadres, etc., si la Chine était un pays démocratique. Et je pense, donc, je termine là-dessus, excusez-moi, je pense très franchement que ça peut déteindre sur l'Algérie. Et quand je vois les images de la libération
de ces prisonniers, quand je vois leurs familles, leurs enfants, on voit bien les blessures, comme je le dis dans mon livre sur Slimane Azem, mais aussi c'est des moments de résilience et je pense qu'on ira de l'avant. Il vous reste une toute petite minute, désolé, mais ça peut peut-être aller dans le même sens que... Je suis tout à fait d'accord, de bout en bout, sauf que l'Algérie pourrait éventuellement avoir cette place que tu viens de décrire, mais lorsqu'on a un régime totalitaire qui est loin d'être démocratique, qui est loin de respecter la volonté du peuple, qui est loin de respecter son propre peuple, un peuple qui aspire à une vie décente, qui aspire tout simplement à vivre dans son pays, dans des conditions... Ça peut servir de... Je suis tout à fait d'accord, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quoi donc? C'est le soulèvement du peuple. Hassan Helash parlait justement de ces Russes qui fuient aujourd'hui. Lorsqu'on parlait depuis tout à l'heure de l'article 87 bis, des arrestations, on libère 10 personnes et on arrête aujourd'hui à Média, à Blida, à Annaba, à Indefla, à Béjaïa, les 22 détenus de la ville de Kharata qui croupissent encore dans les prisons. Je pense qu'avec ce régime, on est loin de pouvoir construire une démocratie. Mais toutes ces tentatives musclées, toutes ces aventures qui sont parfois malheureusement dangereuses pour le pays, c'est des représailles qu'a décidé de mener ce régime contre le Hirak. Merci infiniment. En tout cas, un Hirak qui continue puisque des démarches sont annoncées pour ce 1er novembre 54. Merci à tous les trois. Hassan Helash avec nous, analyste politique, économiste et puis écrivain aussi puisque vous venez de sortir chez l'Harmattan Slimane Azem, blessure et résilience. Voilà que vous pouvez bien vous procurer. Toujours c'est d'actualité. Abdelrahim Moussaouer, enseignant militant FFS et puis maître Moukran Aït Mimoun. Merci d'avoir été avec nous. Merci l'équipe. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. Le programme continue sur votre chaîne.